Vendredi 18 octobre 2024, chers téléspectateurs, c'est un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle édition. Bonsoir à tous et à toutes. À l'une de l'actualité de ce jour, la production d'énergie solaire est la solution la plus rapide et la plus efficace pour Madagascar actuellement. Cela a été évoqué lors de la rencontre qui s'est tenue ce jour entre le président de la République Andry Rajoelina, le ministre de l'énergie et des hydrocarbures et les responsables du secteur de l'énergie avec les représentants de la Banque mondiale. Au cours de la réunion, l'accélération des projets soutenus par la Banque mondiale pour fournir de l'électricité à la population a été au cœur des discussions. Reportage signé Judgal Rajadirin et Andrew Razenjabi. La recherche de solutions pour améliorer l'approvisionnement en eau et en électricité des usagers se poursuit. Alors qu'une discussion s'est tenue la semaine dernière à Yavlou pour trouver des solutions face aux problèmes d'approvisionnement en eau, aujourd'hui, le président Andry Rajoelina a rencontré le représentant de la Banque mondiale à Madagascar avec le ministre de l'énergie et des hydrocarbures ainsi que les experts et techniciens de l'approvisionnement en électricité. Une attention particulière a été accordée lors de la réunion aux projets liés à la fourniture d'électricité à la population qui sont financés par la Banque mondiale, notamment l'accélération de la mise en œuvre des projets prioritaires. Le président de la République a clairement déclaré que la perte de la société Jirama entraîne également des pertes pour le gouvernement et que le pays est en état d'urgence en termes d'approvisionnement en électricité. La solution est donc d'accélérer la mise en œuvre des projets prioritaires, notamment le projet LEAD et le projet des CIM, des projets axés sur la production d'énergie solaire. Madagascar compte déjà de grands projets comme Saoufk et Voulbé, qui sont des projets axés sur la production hydraulique, a indiqué le ministre de l'énergie et des hydrocarbures. Mais en raison de l'urgence face aux situations actuelles, l'installation de panneaux solaires est le meilleur moyen d'obtenir de l'électricité le plus rapidement possible. Ces deux projets remplaceront 17 centrales électriques qui fonctionnent encore au fioul lourd, à l'origine de gaspillage pouvant atteindre 470 milliards d'ariars en un an pour le gouvernement. Cela comprend également l'introduction de l'électricité dans 200 000 foyers et la fourniture de kits solaires à 1 200 000 foyers dans toute l'île. Dans un tout autre contexte, la protection et la gestion des ressources naturelles à Madagascar figurent parmi les tâches prioritaires dans la nouvelle stratégie nationale de lutte contre la corruption. La corruption qui est l'un des facteurs qui favorise le trafic des espèces sauvages et de produits dérivés, a déclaré le ministre de l'Environnement et du Développement durable. Afin de renforcer la protection des ressources naturelles actuellement menacées d'extinction en raison des pressions, le gouvernement travaille avec les organisations œuvrant dans la lutte contre la corruption. Reportage signé Anel Martina sur les images de Sech Andianab. La corruption est l'un des facteurs majeurs de l'augmentation des cas de trafic des espèces sauvages, des bois précieux et diverses ressources naturelles à Madagascar, d'après les propos du ministre de l'Environnement et du Développement durable. À noter que Madagascar déploie de nombreux efforts pour la protection de ses ressources naturelles face aux différentes menaces auxquelles elles font face, notamment leur trafic et le changement climatique. Afin de prévenir à mieux et surtout de combattre le trafic d'espèces sauvages et de produits dérivés, des ateliers se tiennent actuellement et pendant 2 jours à Anoussi afin d'obtenir des recommandations et de définir les priorités d'action ainsi que les résultats escomptés. À noter que la lutte contre la corruption dans la préservation et la gestion des ressources naturelles figure parmi les thématiques clés dans la lutte contre la corruption. Ainsi, un plan d'action pragmatique pour chaque thématique sera présenté en vue de sa validation et de sa transmission au comité de pilotage en charge de l'élaboration de la nouvelle stratégie nationale de lutte contre la corruption. Cette lutte dans la préservation et le trafic illicite des espèces sauvages et bois précieux, la lutte contre la corruption dans l'exploitation des ressources halieutiques, ainsi que la lutte contre la corruption dans l'exploitation des ressources minières sont mises en lumière durant ces ateliers. Ensuite, les océans couvrent plus de 70% de notre planète, transportant 90% des marchandises que nous utilisons quotidiennement. Pour cela, nous célébrons chaque année la Journée mondiale de la mer et des gens de mer, une journée dédiée à ces héros souvent méconnus, mais indispensables à l'économie. La célébration nationale se déroulera du 17 au 19 octobre 2024 à Fort-Dauphin. Plus d'explications.
On se rejoint aux États membres de l'Organisation maritime internationale pour célébrer donc cette année la thématique sécurité, naviguer vers l'avant, sécurité d'abord, et qui marque la 50e anniversaire de la convention SOLAS. Donc il est très important pour nous donc, de se réfléchir sur la thématique de la sécurité maritime cette année, d'où l'organisation de conférences sur le sujet pour la journée d'aujourd'hui, donc qui démarre la célébration à Nouch et à Madagascar. Et Madagascar participe au 28e congrès mondial de la route organisé à Istanbul du 15 au 18 octobre par la Fédération internationale de la route. Cet événement rassemble des ministres en charge des infrastructures routières et des transports ainsi que des partenaires financiers internationaux. Le ministre malgache des Travaux publics, Richard Théodore Rafidson, a représenté Madagascar lors de cette rencontre stratégique. Le ministre malgache a profité de cette occasion pour mettre en avant les travaux routiers en cours sur le territoire, tout en exposant le projet d'autoroute qui constitue une étape clé du développement économique du pays. Ce congrès est également l'opportunité pour Madagascar de renforcer ses liens avec des partenaires financiers. Parmi eux, le groupe Acer, basé en Turquie, qui s'est montré intéressé par la réhabilitation d'une portion stratégique de la RN7 reliant la capitale Antananarivo à la ville portuaire de Toliara. Cette collaboration pourrait non seulement accélérer les travaux de réhabilitation, mais aussi renforcer les infrastructures nationales nécessaires au développement du commerce et du tourisme. Poursuivons dans un autre sujet, 8 écoles à travers l'île participent cette année au concours international Affiche de la paix, une initiative d'un organisme international. Ce concours ouvert aux enfants du monde entier de 11 à 13 ans les invite à exprimer à travers des dessins leur vision de la paix. Reportage signé Ruth Chrisel Rakout Malal et Yves Janel. Dans ces établissements scolaires, les élèves se préparent à donner libre cours à leur créativité en dessinant ce que la paix signifie pour eux. Des œuvres qui reflèteront l'espoir, l'harmonie et la fraternité dans un monde souvent en guerre. Et pour moi, c'est l'amour, la tranquillité, pas de guerre, éviter les racistes. J'ai envie d'expliquer que dans la vie, on n'est pas obligé de se battre ni de ne se battre, mais on peut s'aimer même si on a de différentes teintes. Dans mon dessin, la paix c'est comme un arbre, c'est comme l'environnement, mais seulement qu'il y a la sincérité, le calme et tout ça. Dans mon dessin, je veux exprimer que la paix, c'est comme l'environnement et tout le monde doit l'aimer. Et donc, j'ai dessiné cet arbre avec un cœur. Le concours Affiche de la paix en est à sa 37e édition. Et Madagascar y participe pour la première fois à travers 8 écoles, dont 5 à Tana et les 3 autres à Tuamasn, Fort-Dauphin et Noussibé, explique Louvatine Rabé-Arvoun, déléguée de la commission Affiche de paix à Madagascar. Les gagnants auront l'opportunité de voir leurs œuvres exposées à l'international. La publication des noms des lauréats se fera le 1er février 2025. Dans les actualités sportives, lors de cette édition de Viva Football cette année, Viva Madagascar organise une compétition de foot à 7 pour les entreprises dénommée Viva Football Inter-Entreprise, une compétition destinée à renforcer la solidarité entre les employés de chaque entreprise participante. Les inscriptions sont déjà ouvertes et se terminera le 14 novembre au siège de Viva Arena à Ivange. Reportage Amiana Martina et Ads Angianoui. Viva Football Inter-Entreprise. La compétition Viva Football, organisée par Viva Madagascar cette année, sera particulière.
Pour cette édition, la compétition est dénommée Viva Football Inter-Entreprises. En effet, les entreprises sont invitées à participer à cette compétition de football à 7 qui aura lieu au stade de synthétique Spantana à La Sourre. L'objectif de Viva Football Inter-Entreprises est de renforcer la cohésion entre les employés des entreprises, notamment de rapprocher les entreprises participantes. En conséquence, des conditions sont mises en place pour garantir une compétition juste et transparente. Les inscriptions sont déjà ouvertes et les formulaires à remplir sont disponibles auprès de Viva Arena à Ivange jusqu'au 14 novembre. Les matchs se dérouleront chaque dimanche au stade de Spantana à La Sourre. La phase éliminatoire débutera le dimanche 24 novembre, les 8e et quarts de finale se joueront le 1er décembre et les demi-finales et finales le 8 décembre. Des prix seront décernés par Viva Madagascar aux gagnants de cette compétition. Le 18 novembre aura lieu une réunion technique pour faire connaître toutes les équipes participantes et le même jour aura lieu également le tirage au sort pour les groupes. En ce qui concerne maintenant les actualités internationales, les États-Unis voient dans la mort du chef du Hamas une occasion unique et entendent redoubler d'efforts en vue d'un cessez-le-feu, mais la belle est dans le camp de Benjamin Netanyahou. Reportage signé France 24. Une bonne journée pour Israël, pour les États-Unis et pour le monde, selon Joe Biden. Le président américain a appelé Benjamin Netanyahou quand il a appris l'élimination de Yahya Sinwar. Je l'ai félicité et ensuite je lui ai dit que le temps était désormais venu d'aller de l'avant, d'aller vers un cessez-le-feu à Gaza. Il est temps que cette guerre prenne fin et que ces otages soient ramenés chez eux. La vice-présidente Kamala Harris, en campagne dans le Wisconsin, s'est aussi félicitée. Sinwar est responsable de l'assassinat de milliers d'innocents, dont les victimes du 7 octobre, et les otages tués à Gaza. Il avait du sang américain sur les mains. Aujourd'hui, je ne peux qu'espérer que les familles des victimes du Hamas éprouvent un certain soulagement. Les pays occidentaux espèrent que la mort du chef du Hamas puisse permettre d'envisager la fin des hostilités. La France, notamment, veut voir une page qui se tourne. Aujourd'hui est marqué par la mort de Yahya Sinwar. Et ce jour est un tournant, en même temps qu'un succès militaire pour Israël. Je pense, en le disant, aux familles du 7 octobre. Cette occasion doit être saisie pour que tous les otages puissent être libérés et pour que la guerre soit enfin arrêtée. Quant à l'Iran, soutien du Hamas, il assure que Yahya Sinwar va devenir un modèle pour la jeunesse et que sa mort va renforcer l'esprit de résistance dans les territoires palestiniens. Ensuite, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a rencontré ses alliés européens au Conseil européen à Bruxelles. Objectif, obtenir leur soutien à son plan de la victoire contre la Russie. Il veut une invitation officielle en vue de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. France 24. Les dirigeants européens unis autour de Volodymyr Zelensky. Au sommet du Conseil européen, le président ukrainien porte son plan de la victoire pour mettre fin à la guerre contre la Russie, un objectif qui peut être atteint dès 2025 selon lui. L'Ukraine est prête pour une véritable diplomatie, mais pour cela, nous devons être forts. Une trêve imposée par la force au lieu d'une paix équitable n'a jamais assuré la sécurité. À l'exception de la Hongrie de Viktor Orban, les 27 appuient la feuille de route de Kiev, un soutien réaffirmé par la présidente de la Commission Ursula von der Leyen. Parmi les points clés du plan de Kiev, l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN dont les ministres de la Défense se réunissaient eux aussi à Bruxelles pour Volodymyr Zelensky. Et Israël a annoncé jeudi que le chef du Hamas, Yahya Sinwar, considéré comme l'architecte du 7 octobre, avait été tué lors d'une opération à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou affirmant toutefois que la guerre n'était pas encore terminée. Reportage sur les images de France 24.
Bonjour Philomé, oui, les détails quant à cette opération commencent à émerger au fur et à mesure. Ce que l'on sait, c'est que Yahya Sinwar a été tué vraisemblablement par chance, puisque ce n'est pas une opération basée sur des renseignements très précis. L'armée israélienne ne savait pas que parmi ces 3 hommes armés qu'elle a visés, il y avait Yahya Sinwar, l'ennemi numéro 1 des Israéliens. Ces images que vous venez de diffuser, elles ont été diffusées hier soir par l'armée israélienne. On y voit les derniers moments du chef du Hamas. Un drone de surveillance pénètre dans un immeuble grandement détruit et un homme, une silhouette, est recroquevillé sur un fauteuil au premier étage. Et c'est avec ce reportage que nous terminons cette édition d'aujourd'hui, mesdames et messieurs. Nous vous remercions de votre fidélité et je vous donne rendez-vous demain pour de nouvelles actualités. Et tout de suite après, vous allez suivre l'émission Data avec Jean-Claude Angiamalel. Excellente soirée en notre compagnie. Au revoir à tous.